Il existe une méthode d'isolation pour les toitures qui est extrêmement performante et efficace aussi bien contre le froid en hiver que la chaleur en été. C'est l'isolation en sarking. Bon, bien sûr, il n'y a rien qui est magique, il y a aussi quelques inconvénients, mais si vous prévoyez de refaire l'isolation de vos combles ou si vous envisagez une construction neuve, eh bien, ça vaut le coup de regarder cette vidéo pour peut-être faire pas mal d'économies. Je vais vous expliquer comment ça marche avec des petites maquettes très simples à comprendre, les différentes possibilités, les avantages et bien sûr les inconvénients. Je ne serai pas tout seul puisque Salomé sera sur son chantier de maison A pour nous montrer comment elle a réalisé son isolation en sarking sur la maison qu'elle construit. Et ouais, parce que sur ma maison, j'ai une toiture immense qui remplace carrément les murs. Du coup, on a fait 250 mètres carrés de sarking, donc on va pouvoir aussi vous montrer la pratique dans cette vidéo qui est en partenariat avec Isonat. Le sarking, c'est une technique d'isolation qui fonctionne pour la toiture et uniquement pour la toiture. Un toit, généralement, ça va être composé d'une charpente qui va servir à soutenir une couverture qui peut être, par exemple, en tuile, comme ici sur ma maquette, ou en bac acier. Dans la plupart des maisons traditionnelles, on va isoler entre la charpente. Donc on va venir insérer, généralement par l'intérieur, de l'isolant entre les montants de la charpente. Et si on veut une épaisseur d'isolant qui est plus importante que l'épaisseur de la charpente, eh bien on va aussi rajouter une couche en plus sous la charpente. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait dans ma maison. J'ai déjà rempli les espaces entre la charpente et puis ensuite, eh bien, j'ai rajouté une couche d'isolant croisée. Alors ça marche très bien comme technique, mais ça a plusieurs inconvénients qu'on va voir un petit peu plus tard et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus apparaître la méthode du sarking. Le principe dans ce cas-là, c'est qu'on ne va pas isoler entre les charpentes et en dessous, mais par-dessus. Ça permet plusieurs trucs intéressants. Déjà, c'est hyper performant au niveau thermique, déperdition énergétique et tout, parce qu'il y a vachement moins de pont thermique vu que c'est à l'extérieur de l'ossature. Et l'autre truc intéressant, c'est que si on veut garder côté intérieur les poutres apparentes, ça permet d'avoir une finition directement sans remettre d'isolant par l'intérieur. Un autre élément qui est à prendre en compte, c'est qu'avec les nouvelles réglementations thermiques, on est obligé d'avoir une isolation qui est performante. Du coup, souvent, isoler entre la charpente, ça suffit plus. Typiquement, c'est le cas pour mon projet. Pour respecter la RE 2020, je suis obligée de mettre 30 cm d'isolant sur la toiture. Donc, j'aurais pu facilement mettre 20 cm ici entre la charpente, mais après, il faut quand même que je rajoute 10 cm. Et 10 cm d'épais, ça paraît pas grand-chose côté intérieur, mais en fait, multiplié par toute la longueur de la maison et par toute la hauteur de la toiture, ça me fait perdre beaucoup de place en fait. Et en plus, moi, comme ma maison elle est sous comble sur quasi l'intégralité de la surface, je peux pas me permettre cette méthode-là du tout. Donc, énorme avantage pour la méthode du sarking, parce que là, au lieu de mettre 10 cm côté intérieur, je vais les mettre côté extérieur et ça me gagne une place monstre. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'améliorer les performances thermiques de ta toiture, mais que tu vis dans la maison, que tu as des combles aménagés ou je sais pas quoi, et que tu veux pas faire de gros travaux à l'intérieur, en fait, tu peux faire un sarking, ça te permet de faire une isolation, tous les travaux sont à l'extérieur, et toi, tu peux continuer de vivre dans ta maison tranquille. C'est un peu l'équivalent de l'ITE pour les murs, quoi. Et dernier avantage qui est énorme, c'est l'amélioration de l'isolation phonique. Parce que du coup, vu que c'est sur l'extérieur, le bruit va être empêché de se propager via la charpente. Et pour moi, c'est super important pour éviter le bruit de la pluie, vu que toute la maison, c'est une toiture. Bon, là, dans mon cas, on dirait qu'il n'y a que des avantages à faire une isolation en sarking. C'est le cas pour mon projet parce que vraiment c'est la méthode la plus adaptée, mais il peut quand même y avoir quelques inconvénients. Donc je vais laisser Kevin vous en parler. Ouais, souvent le sarking, ça va coûter plus cher. En neuf, la différence elle n'est pas forcément énorme, surtout si, comme Salomé, on fait soi-même. Mais en rénovation, ça peut vite exploser niveau budget, notamment si on fait appel à des pros. Et c'est pour une raison qui est assez simple à comprendre. Il faut démonter toute la toiture pour pouvoir installer l'isolant, pour ensuite remettre toute la toiture. Donc évidemment, ça veut dire beaucoup de manutention, ça veut dire beaucoup de temps passé et ça nécessite généralement des engins, donc évidemment, c'est un coût qui est important et ça se ressent sur la facture. Alors pour moi, l'isolation en sarking en rénovation, c'est surtout intéressant si on ne veut pas du tout toucher aux pièces intérieures parce qu'elles ont déjà été refaites récemment, ou bien si on en profite également pour refaire la toiture, parce que dans ce cas-là, on fait d'une pierre deux coups, on retire les tuiles et toute la charpente pour isoler, mais en même temps, on en profite pour mettre une nouvelle couverture neuve. Et un truc à faire vraiment attention, c'est le poids que ça rajoute à la toiture, parce que l'isolant rigide, ça fait quand même du poids, et sur la toiture de Salomé, par exemple, ça se compte en tonnes le poids de l'isolant, donc c'est pas négligeable, et il faut que la structure et la charpente puissent le supporter. Donc en rénovation, il faut penser à faire les calculs, à vérifier que c'est OK.
Donc avec tout ça en tête et après quelques nuits blanches pour étudier la mise en œuvre, chez moi ce sera un sarking. Mais avant de poser l'isolant, il faut déjà préparer le support. Dans mon cas, l'idée c'est de mettre de l'OSB partout, ça va servir de contreventement pour mes A, et il aura aussi un rôle dans le cadre de l'isolation en sarking, ça s'appelle le paletage. Et c'est là-dessus que je vais ensuite poser mon isolant. Mais c'est pas forcément obligatoire, il y a certains cas où on peut se passer du paletage. Alors oui, c'est possible de poser l'isolant directement sur les chevrons de la charpente, puisque dans la majorité des cas, l'isolant qu'on va utiliser en sarking, c'est un isolant rigide. Ça ressemble à ça, et on voit bien que c'est quand même un matériau qui est très dense et solide. Contrairement à la laine de verre par exemple, qui est un isolant souple, l'isolant rigide, lui, il n'a pas forcément besoin d'un support continu. Alors mais attention, c'est pas systématique, ça dépend de deux paramètres principalement. Déjà, l'espacement entre les chevrons. Plus l'espace est petit, moins c'est nécessaire de paletage. Et bien sûr, ça va aussi dépendre de comment est fabriqué le panneau d'isolant rigide, de ses dimensions, s'il possède des rainures ou des languettes. Et donc pour savoir la distance maximum entre deux chevrons sans avoir besoin d'un support supplémentaire, il faut aller regarder dans les documentations des fournisseurs pour trouver l'info. Et ça va aussi dépendre de l'épaisseur de l'isolant rigide. Plus l'épais, plus il est robuste et donc moins il aura besoin de soutien entre les chevrons. Si un paletage est nécessaire, il peut être fait soit avec des voliges en bois brut ou avec des panneaux de bois type OSB comme sur la maison de Salomé. Maintenant que le paletage est posé, on va pouvoir attaquer la pose de la pièce maîtresse du sarking, l'isolant. Moi j'ai choisi de mettre de la fibre de bois de chez Isonat. Du coup c'est des panneaux comme ça qui sont rainurés et languettés parce que dans mon cas c'était important en fonction de l'écartement des chevrons qui sont derrière. Et c'est hydrofugé dans la masse, ça veut dire que quand on va venir couper, ça sera résistant à l'eau aussi. Et j'ai pris du 160 mm d'épaisseur, ça c'est en fonction des calculs de résistance thermique que doit avoir mon bâtiment pour respecter l'ARE 2020. Et moi je les ai commandés sur matériauxnaturels.fr et ce que j'adore sur ce site, c'est qu'ils ajoutent sous chaque description tous les documents techniques qui sont reliés au produit. Et si jamais tu trouves pas l'info sur le site, tu peux les appeler et tu tombes sur des commerciaux qui savent de quoi ils parlent. Et c'est super agréable d'avoir quelqu'un en face qui sait te conseiller. La fibre de bois, c'est l'isolant qu'on retrouve le plus souvent en sarking et c'est composé à environ 90% de bois. Alors c'est assez aéré parce que c'est justement l'air emprisonné entre les fibres qui va jouer un rôle majeur pour l'isolation, mais en même temps ça reste assez rigide. Ce type d'isolant, ça a des très bonnes performances thermiques, que ce soit pour le froid de l'hiver ou la chaleur en été. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'une partie du bois qui est utilisé pour la fabrication de cet isolant provient des chutes de scierie. En fait, c'est les morceaux de bois qui sont trop petits pour être utilisés. Ils vont être déchiquetés et transformés pour servir de matière première aux isolants en fibre de bois. Donc je trouve ça hyper intéressant de se servir d'un déchet pour créer un nouveau matériau. Ça en fait un isolant qui a un impact environnemental très faible, surtout si l'approvisionnement en bois est local. Par exemple, pour l'isolant que Salomé utilise sur sa toiture, le bois est récupéré dans un rayon de 60 km autour de l'usine de fabrication. Ce type d'isolant, ça peut rester quelques semaines soumis aux intempéries avant qu'on pose la couverture. Et pour vous donner une idée, j'ai récupéré ces morceaux de chute d'isolant il y a 3 mois chez Salomé et je les ai laissés dehors chez moi en attendant de faire cette vidéo. Et on voit, celui-ci était sur le dessus et ça n'a pas pourri, ça a juste changé un petit peu de couleur à cause des UV notamment et probablement un petit peu de la poussière qui s'est déposée. Mais dès qu'on gratte un tout petit peu dessous, on voit que c'est dans le même état que le reste de l'isolant qui est bien stocké, qui est neuf. On voit que ça n'a pas pourri, que ça ne s'est pas détérioré et qu'il y a juste un petit changement de couleur qui est dû aux UV. Salomé, elle a choisi un isolant avec des rainures et des languettes. Donc au moment de la pose, on va venir enfiler les languettes dans les rainures. D'un point de vue thermique, ça permet d'avoir vraiment une continuité. Dans le cas d'une charpente parfaitement plan, si on pose 2 blocs sans rainure côte à côte, on a quelque chose de bien fermé. Mais si on a des petites variations, on peut se retrouver avec des creux et des vides. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir une languette, ça permet d'avoir quand même une continuité et donc une isolation plus continue et donc meilleure. C'est aussi plus pratique pendant la pose parce que ça aide à aligner les panneaux entre eux. L'inconvénient, c'est qu'il faut être plus vigilant sur le sens de pose et qu'on peut avoir un petit peu plus de pertes, étant donné qu'une chute avec une rainure, elle pourra être utilisée seulement à un endroit avec une languette. L'avantage quand même avec certains modèles comme celui d'Isonat, c'est que la languette est centrée, donc on peut retourner un panneau et à certains endroits, ça permet de réutiliser les chutes et de diminuer les pertes. Franchement, ça va super bien à poser avec les rainures et les languettes. Faut quand même être 2 pour les manipuler, mais l'avantage que ce soit un peu lourd, c'est qu'une fois mis en place, ça tient bien sans risquer de s'envoler. Ceux qui ont la ref, laissez un petit commentaire.
Par contre, ça fait pas mal de poussière quand on fait les découpes, donc faut vraiment penser à utiliser un masque, même en extérieur. D'ailleurs, c'est marqué sur la notice de pause. Maintenant, il va être temps de mettre le pare-pluie, mais on en parlera en détail plus tard dans la vidéo. Et ensuite, surtout, on va pouvoir installer les lattes qui vont servir à maintenir l'isolant en place, et plus tard, qui serviront de support pour les chevrons de la couverture. Donc là, toute la complexité, c'est de réussir à se remettre bien aligné par rapport au montant du A qui est derrière. Normalement, ici, avec la jonction de la latte précédente, on est aligné sur le montant du triangle, vu qu'on a vissé dans le montant. Donc on va prendre la mesure par rapport à la latte à côté. Et en théorie, vu que celle-là, elle est fixée et alignée sur le montant d'à côté, si on a la même mesure en haut, ça veut dire qu'on est à peu près bien. Et là, on va mettre une première vis en haut. Et si elle ne ressort pas, ça veut dire qu'on est bien aligné dans le montant. Donc on va pouvoir ensuite visser tout le reste en restant bien droit. Et ça devrait le faire. Et vu qu'il faut traverser tout l'isolant pour le prendre en sandwich entre la latte et la charpente qui est derrière, il faut utiliser des super longues vis. Et du coup, si on se met un tout petit peu en biais, et ben en fait ça ressort de l'autre côté et c'est pas solide. En plus de ça, il faut respecter des angles de vissage bien précis pour que la structure soit solide et surtout ne pas visser perpendiculairement à la latte de bois. La partie vissage, c'est clairement la partie la plus critique de la mise en œuvre. Il y a plusieurs choses à faire attention. Déjà, on n'utilise pas n'importe quelle vis, c'est des vis spécifiquement conçues pour le sarking et elles vont avoir notamment un double filet, donc un filet ici, une partie lisse et un autre filet au bout. Et ça, c'est vraiment hyper important parce qu'une fois en place, ça veut dire que l'extrémité est solidement fixée à la charpente et de l'autre côté, c'est le contre-chevron qui est bloqué dans le filetage. Je vais vous montrer ce que ça fait si on n'avait pas ce double filetage avec cette petite maquette en démo. Donc là, sur ma petite maquette, j'ai mis des vis avec un filetage partiel, donc il n'y a qu'un seul filetage et une partie lisse. Donc là, on voit bien la partie lisse en haut et ensuite du filetage, pareil de ce côté-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon isolant qui est pris entre mon contre-chevron et mes chevrons de ma toiture, mais s'il y a du poids, eh bien, on voit que ça va s'enfoncer. Comme la vis est lisse, eh bien, le bois peut bouger exactement comme il veut et donc à force, il va finir par écraser l'isolant et ça, c'est pas bon du tout. Et maintenant, on va voir ce qui se passe si je remplace ça par des vis à filetage complet ou à double filetage. Donc cette fois, je vais mettre des vis avec un filetage complet. Alors ça pourrait être aussi un double filetage, hein, ça revient au même. Et bien là, on voit tout de suite, le bois peut plus venir compresser l'isolant, même si j'appuie. Là, je mets quand même une grosse partie de mon poids et on voit que l'éponge qui représente l'isolant n'est pas du tout compressée parce que le bois là, il peut pas glisser, il est complètement pris dans le filetage de la vis. Et donc c'est pour ça que sur une toiture en sarking, c'est indispensable d'avoir ces vis spécifiques. Et puis sur ces vis, on va aussi trouver au bout une tête assez spécifique et une tête foreuse. Et en fait, ça va permettre de venir mettre la vis sans faire de pré-trou et sans que le bois éclate. Parce qu'en fait, vu la longueur, c'est impossible de pré-percer quand on installe des vis de sarking. Et puis c'est des vis qui sont quand même assez épaisses. Là, ça va être du 7,5 ou du 8, je crois. Donc évidemment, si on perce tel quel avec une vis sans pré-perçage, on est sûr que ça éclaterait. Ensuite, comme l'a dit Salomé, il ne faut surtout pas visser les vis perpendiculaires à la structure. Alors ça peut paraître surprenant parce que généralement, on va au contraire chercher à être bien droit quand on va mettre une vis. Mais vous allez vite comprendre que c'est assez logique. En fait, si je mets la vis perpendiculairement, elle va se retrouver avec cet angle et à cause de la gravité et du poids de la toiture, parce que je vous rappelle que cette vis va soutenir le chevron sur lequel vont être posées la couverture, donc si c'est des tuiles du bac acier, ça a un poids. Et donc, à cause de la gravité, la force va plutôt descendre vers le bas, la gravité. Et comme on a une pente et donc que le poids va un petit peu aussi glisser sur la pente des chevrons, on va avoir une force dans ce sens-là. Et donc là, ce qui se passe, c'est que la vis, elle va pouvoir se tordre parce que un bout d'acier, même qui fait 8 mm, sur cette longueur de 30 cm, voire plus, suivant l'épaisseur de l'isolant, eh bien, il y a forcément un manque de rigidité. Si je prends la vis comme ça dans mes mains, juste avec mes mains, on peut voir que voilà, si je force, eh bien, ça va bouger de quelques millimètres sans avoir besoin de beaucoup forcer. Par contre, si on la fixe avec un angle qui est assez important, eh bien, il va se passer un truc très intéressant. Les forces vont un petit peu agir différemment. Là, dans ce cas-là, on va plus avoir une force qui va être donc, toujours dans ce sens-là, la gravité plus la pente du toit. Donc, au lieu d'avoir une force qui est plutôt perpendiculaire à la vis, on va avoir une force qui est plutôt dans le même sens que la vis. Et donc, l'effet, ça va être comme si on voulait tirer et allonger la vis. Et là, on voit que dans ce sens-là, l'acier est très résistant. Donc en installant les vis avec le bon angle, notre toiture va être beaucoup plus résistante et plus rigide. On pourrait croire que c'est suffisant, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que sur un toit, on peut aussi avoir des forces opposées à la gravité,
c'est-à-dire que les forces exercées sur le toit peuvent aller vers le haut. Ça arrive notamment en cas de vent et de tempête, et on s'en rend compte quand on voit des vidéos de toit qui s'envolent complètement. C'est une force qu'il ne faut pas du tout négliger, parce que ça peut paraître pas si important que ça, mais grâce à ce principe-là, il y a des avions de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes qui s'envolent, donc vous imaginez bien qu'une toiture, ça peut aussi s'envoler très facilement. Et donc là, si on installait que des vis qui sont dans le bon sens pour résister à la gravité, eh bien en cas de dépression, on aurait le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que la force va s'exercer par ici, et donc là, on travaille dans le sens perpendiculaire à la vis, et donc ça risque de bouger. Donc on va faire tout simplement la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire installer la vis avec un angle, mais un angle opposé. Et donc dans ce cas-là, si on a du vent, une dépression, la force va être dans le même sens que la vis. On va travailler dans la longueur de la vis au niveau de la résistance. C'est beaucoup plus résistant et donc ça ne bougera pas. C'est important de bien regarder les documentations constructeurs de l'isolant et de la visserie pour connaître les angles à utiliser. Souvent, ce qu'on va trouver et ce qui est recommandé, c'est un angle de 60 et 120 degrés en alternant une vis dans un sens et une dans l'autre. Mais attention parce que vous avez vu la longueur des vis, si on vient en mettre une dans un sens et une dans l'autre, même si ici on est espacé de 30 cm, eh bien on peut venir se toucher au niveau de la charpente, donc il faut aussi le calculer et le prendre en compte pour avoir des espacements assez importants et que tout soit bien solide. Le fait de devoir visser avec un angle, ça a un impact sur la longueur de la vis, et là aussi c'est un point essentiel. Si je viens visser à 90 degrés, je vais par exemple avoir besoin de cette longueur-là, donc là j'ai tout ça qui dépasse, tout ça de ce côté-là, mais si je visse avec un angle important, eh bien on voit que c'est pas du tout les mêmes longueurs qu'il va me falloir. Et bien sûr, dernier point, prévoir assez de vis. Et là encore, le mieux c'est de se référer à la documentation constructeur. On va trouver des tableaux récapitulatifs en fonction des distances entre chevrons, de la pente du toit, des zones climatiques, etc. Et si vous aimez les calculs ou que vous êtes dans un cas spécifique, il existe un petit logiciel qui permet de faire les calculs avec toutes les spécificités de la toiture. Je vous le mets en description. Et pour info, ce genre de vis c'est quand même assez cher parce que c'est gros, c'est très spécifique. Je crois qu'une comme ça c'est autour de 2 €. Donc évidemment, quand on les commande, on ne se dit pas qu'on va en prendre 3 boîtes de plus au cas où, parce que ça va faire très cher et qu'en plus, à part pour un projet Starking, on s'en servira pas. Bon, je vais pas vous cacher, c'est vraiment un coup de main à prendre pour réussir à visser les vis assez droites pour être sûr de choper la charpente derrière. L'astuce qu'on a trouvée, c'est d'être deux et qu'il y en ait un à l'intérieur qui vérifie que la vis ne ressort pas, et avec un talkie-walkie, il prévient l'autre si jamais il voit le bout de la vis pour qu'il puisse dévisser et se remettre bien droit. Sinon après c'est l'enfer pour savoir où est vraiment la vis qu'on voit dépasser une fois qu'on en a vissé 50. Sûrement qu'entre mon isolant et mes chevrons, j'ai ajouté un pare-pluie avant de visser, mais je vais laisser Kevin vous expliquer tout ça. Le pare-pluie, c'est ce qui permet de protéger de la pluie l'isolant et la charpente. Bon, il y avait un indice dans le nom, mais en fait, c'est pas la seule utilité. On pourrait se dire qu'une fois qu'on a mis la couverture, il n'y a pas de raison d'avoir d'eau sur notre isolant. Les tuiles, c'est censé être étanche. Mais en fait, même avec une couverture en parfait état et posée dans les règles de l'art, ça peut arriver. En fait, quand il y a du vent, par exemple, l'eau qui est sur les tuiles, elle peut remonter et passer par en dessous. Ça arrive également en hiver, quand la poudreuse légère remonte sous les tuiles, là aussi à cause du vent. Avec une toiture en bac acier, il y a moins ce problème-là, mais par contre, en fonction de la météo, des températures, on peut avoir de la condensation qui se crée sur la face intérieure, et donc l'isolant, il peut se retrouver mouillé. Et de l'isolant mouillé, non seulement ça va être moins performant, et à la longue, ça peut finir par pourrir. Le pare-pluie qu'on rencontre le plus souvent, c'est le pare-pluie souple, comme celui-ci. C'est une sorte de bâche qui est étanche à l'eau, mais qui ne va pas être étanche à l'air. Donc, ça empêche l'eau de s'infiltrer, mais ça laisse respirer la maison. Alors, on peut aussi trouver des pare-pluis rigides en fibre de bois. Ils vont avoir une composition qui est très similaire à l'isolant rigide qu'on utilise en sarking, mais ils auront plus des additifs pour les rendre imperméables. L'avantage de choisir un pare-pluis rigide en fibre de bois, c'est qu'il va avoir une double utilité. Bon, déjà, il sert à la fois de pare-pluie, mais il va aussi améliorer les performances thermiques de la maison. L'inconvénient des pare-pluis rigides, c'est que c'est plus cher qu'un pare-pluis souple et la pose est un peu plus longue. Dans certaines configurations, notamment avec une pente de toit qui est faible, ça peut ne pas être suffisant et nécessiter tout de même un pare-pluis souple. De mon côté, j'ai choisi un pare-pluis souple, surtout à cause du poids. Et la méthode qui va bien dans mon cas, c'est de visser les lattes seulement en bas et comme ça je glisse le pare-pluis entre les lattes. Ça permet de le maintenir en place et de le tenir à peu près tendu le temps que je mette les vis définitivement. Maintenant que toute ma toiture est isolée en sarking et que tout est en place avec les contre-chevrons vissés dans la structure, je vais pouvoir passer à la prochaine étape de mon chantier, la pose de la couverture.
À partir de là, en fait, c'est comme si j'avais pas fait d'isolation en sarking. Je vais venir fixer ma couverture sur mes contre-chevrons, exactement comme je l'aurais fait si j'avais ajouté l'isolant entre ma charpente. Donc ça change plus grand chose pour la couverture. La différence, ce sera surtout au niveau des finitions, puisqu'il faudra installer des rives plus larges à cause de l'épaisseur de l'isolant. Et si vous me suivez sur Insta, vous avez une petite idée de ce que ça représente comme boulot pour mettre les rives sur le sarking. On a vu le principe général de l'isolation en sarking. Alors c'est un peu plus technique qu'une isolation plus courante par l'intérieur, mais ça reste accessible et dans certains cas, c'est vraiment la solution idéale pour améliorer l'isolation thermique et acoustique sans devoir toucher à l'intérieur de la maison. On a vu les grandes étapes théoriques et pratiques sur le chantier de Salomé, mais si vous voulez voir en détail les étapes complètes et toutes les galères quand on est sur un vrai chantier, eh bien Salomé a sorti une vidéo complète sur son isolation en sarking. Je vous mets le lien juste ici, et si vous voulez voir une isolation plus classique entre chevrons, eh bien je vous mets ici un lien vers la vidéo où j'isole ma maison. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous dis à bientôt les pingouins!